il n'y a pas que des dictateurs. Hein. Moi, le discours sur les dictateurs africains, j'en ai aussi jusqu'ici. Il y a une part de racisme là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça dit que je suis en train... non, je vous parle de choses que je connais de l'intérieur. Modibo Keïta est adulé par les Maliens. Il a été traité de dictateur. Nelson Mandela a été traité de terroriste. Jusqu'à... avant c'est bien après que les États-Unis ont décidé de le classer autrement. Donc moi je me pose la question de savoir pourquoi il y a si peu de dictateurs européens. Lorsqu'ils ont... Pourquoi Bush, n'est-ce pas, et la guerre, Trump vient bien après. Mais parlons de Bush et de l'Irak. Pourquoi à travers ces génocides, et pourquoi après la Libye, et le couple franco-britannique qui a infligé cette guerre à la Libye au nom de la démocratie, au lieu d'organiser la chasse aux migrants dits économiques, on demande des comptes à Nicolas Sarkozy. Parce que le Parlement britannique a eu le mérite de poser la question, de demander des comptes à David Cameron. On a dit, tu as pris des risques et tu es parti, c'était pour telle ou telle raison. Et la question est exactement la même ici. Mais l'Assemblée française nationale, l'Assemblée nationale ici, n'a pas posé la question. Sarkozy est inquiété pour le fait d'avoir pris de l'argent pour l'élection, mais pas pour le fait d'avoir détruit un pays et d'avoir contourné la résolution 1973 du Conseil de sécurité. Et quand je vois cette même communauté qui ne sanctionne pas les riches, qui met en place une cour pénale internationale qui excelle dans l'arrestation des dirigeants noirs, je dis il y a du racisme. Écoutez-moi bien, la guerre fait partie de ces investissements. La guerre, c'est du business. La guerre nécessite... Il y a des retours sur investissement dans la guerre. C'est pour ça que quand on vous parle de paix, je suis désolé, j'ai regardé de nos chaumières, on regarde ce qui se passe ici, et quand j'ai vu la commémoration qui aurait dû... Et vraiment, ça a été une telle boucherie qu'on se dit que la conclusion devait être le devoir, vraiment, sans ruser, sans tricher, et de faire taire les armes. Mais quand on voit qu'à l'issue d'un tel processus et d'un forum de Paris sur la paix, on vient vous parler d'une armée européenne contre qui, quand c'est l'Europe qui envahit, quand c'est l'Europe qui a détruit la Libye, quand c'est l'Europe qui s'est invitée au Mali, personne ne lui a demandé de venir au Mali, je vous le garantis. On continue, on vous laisse entendre que Serval, c'était à la demande du président malien. Je vous dis non. Il y a un excellent documentaire. C'est David Poujada qui l'anime, où on voit comment est la décision. La France est au Conseil de sécurité quand même. La décision d'intervenir au Mali, en fait, était prise depuis 2010. Il fallait, face aux BRICS, la Chine, la Russie et il fallait absolument reprendre pied dans le précaré français. Et le Mali a servi de tremplin pour cette phase de la militarisation de la mondialisation. Parce qu'on est entré dans la phase de la militarisation de la mondialisation. Nous n'en avons pas les moyens. Nous n'en avons pas l'envie. Je déplore qu'un pays comme le mien soit obligé de consacrer 22% de son budget à l'armée. J'ai dit, l'armement le meilleur dont nous avons besoin aujourd'hui, nous devons outiller les citoyens. S'il y a une bataille à mener, c'est la bataille des idées. C'est nous les soldats de cette bataille. Et nous avons besoin d'idées nouvelles, d'idées partagées. Et tout cela, c'est à construire à la lumière de nos réalités telles qu'elles sont en train de se dérouler aujourd'hui, ici et là-bas. Parce que moi, je ne veux plus que vous soyez
avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour vous, que vous ne soyez pas dans une position où vous nous écoutez parler des malheurs du monde et vous allez nous aider à trouver des solutions. Vous n'en avez pas. Vous n'avez pas de solution. Vous pouvez donner matériellement, financièrement, contribuer. Mais les solutions les meilleures viendront des peuples eux-mêmes, des peuples avisés, organisés, mobilisés. Et ce que j'ai déploré, et que je continue de déplorer, c'est l'instrumentalisation, d'abord la dépolitisation des peuples. La dépolitisation des peuples ici et là-bas. On nous a fait miroiter à l'EMINC la mondialisation heureuse, l'ouverture des frontières, tout va bien, tout circule, tout le monde circule, les biens, les marchandises, mais pas les humains. Ça, on le sait maintenant. Maintenant, on sait que ça ne fait pas partie, les humains ne font pas partie de la mondialisation heureuse. Et quand on a expérimenté ça, il y a 4, 5, 10 ans, certaines erreurs étaient acceptables. Maintenant, nous n'avons plus le droit de nous tromper. Nous n'avons plus le droit de nous tromper. Parce qu'ici, on vous trompe en disant, on les aide. Bon, si vous et vos impôts servent à nous aider, et que malgré tout, on est si nombreux dans les bateaux, c'est qu'il y a un problème avec nous. Mais moi, je veux que vous sachiez qu'il y a surtout un problème avec l'aide. Un problème avec le modèle économique dominant. Le capitalisme, depuis sa naissance, a eu besoin de l'Afrique. De la traite négrière à ce jour, ce système a eu besoin de l'Afrique. Ce système ne peut pas se passer de l'Afrique. La France, ce que la France veut aujourd'hui gagner en termes de croissance et d'emploi, se gagne malheureusement dans le cadre de cette guerre économique. Donc, les gens de la droite conventionnelle le savent, les conservateurs le savent. Ils savent très bien que ce continent immense de 30 millions de kilomètres carrés, avec toutes les ressources naturelles stratégiques dont ils ont besoin, c'est là-bas qu'ils peuvent aller chercher et la compétitivité va se gagner là-bas. Mais à condition que nous, on prépare le terrain. Si nous ne faisons pas les mêmes réformes structurelles que vous, ils ne peuvent pas entrer chez nous. Donc il faut que les politiques d'ajustement structurel, que nos dirigeants mettent bien dans leur tête que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de réformer. Et les mêmes réformes qu'on vous inflige aujourd'hui, dont vous ne voulez pas, on va nous les infliger à nous, mais tout passe comme une lettre à la poste, parce que personne ne comprend. La télévision, nos télévisions, c'est comme la mondialisation heureuse, c'est les télévisions du bonheur. On chante, on danse à longueur de journée. Et on s'est mis à faire des novellas, il faut voir, des histoires d'amour à l'eau de rose, et la dépigmentation, les cheveux longs, ongles longs, fossiles, tout est faux. Tout est faux, mais parce que c'est comme cela, la dimension psychologique, le miroir qui nous a tendu. Nous ne sommes rien tant que nous ne sommes pas comme l'Europe, tant que nous ne faisons pas comme l'Europe, ni humainement, ni politiquement. Et humainement, les femmes sont les plus piégées. Les femmes sont piégées. Je ne crois pas. Je vais vous dire pourquoi. En fait, vous savez, ça fait des mois que je travaille sur un livre. Je l'ai intitulé pour l'instant « Climat, guerre et paix », avec comme sous-titre « Les Sahéliennes ont-elles la parole ?» C'est mon MeToo à moi. J'ai envie de vous dire le plus tôt possible. J'étais tellement persuadé que j'allais l'amener ici. Et pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. Et pourquoi moi? Amie supposée de Ségolène Royal, elle a fait le premier documentaire sur moi, Une femme du Sahel. Je connais la moitié de la classe politique, pratiquement toute la gauche. On a battu le pavé ensemble. Porto Alegre,
je ne sais pas moi, en Inde, à Dakar, partout. Mon petit quartier, les Maliens qui sont ici savent, j'ai des structures d'accueil. C'était devenu un peu le quartier général de la gauche française. Alors, je m'étais mise en tête, femme de gauche, que j'ai droit à la parole et qu'avec l'élection d'un président socialiste, justement, et toutes ces alternatives que nous avons concoctées et qui ne trouvent pas leur place dans les politiques de développement, et que peut-être la France allait être enfin à l'écoute de l'Afrique, ou en tout cas l'Afrique des femmes, puisque je prétendais avoir quelques solutions à mon âge. Et j'ai été la première personne à isoler, à écarter, tout simplement parce que j'ai dit que ce que je voyais dans mon pays, au nord de mon pays, soumis aux mêmes politiques d'ajustement structurel que le centre et le sud, c'était tout simplement l'exclusion des jeunes du monde du travail, la désertification, des problèmes dont la solution ne passe en aucun cas par le déploiement de troupes. Il a suffi que je dise que la militarisation n'est pas la solution pour qu'on suspende mon visa. Donc quand vous me dites que les femmes sont vindicatives, moi je veux bien l'être, mais il y a un prix à payer. Or pour l'heure, quand Emmanuel Macron dit à Erevan, au sommet de la francophonie, que l'Afrique doit être féministe, comme l'Europe, et comme le reste du monde, non, je ne plaisante pas, c'est ce qu'il a dit. Il se veut écologiste, il se veut féministe, il veut que l'Afrique soit féministe. Je veux bien, mais j'aurais tellement... Il serait été plus clair s'il avait dit que l'Afrique doit être libérale et les femmes libérales. Parce que c'est des femmes libérales qui vont faire tourner le moteur de la machine infernale qu'ils sont en train de déployer en ce moment. Nous sommes piégés précisément parce que nous sommes ce que nous sommes. Dans le cas du Mali, nous sommes plus de la moitié de la population, plus de la moitié de l'électorat, les plus faciles à mobiliser en cas d'élection, les éducatrices, celles qui s'occupent de l'alimentation, des soins. Alors imaginez, dans une perspective véritablement écologique, que les femmes soient véritablement outillées, capables de sélectionner, capables de savoir que si je mange cette boisson colorée, hein, ça c'est du jus d'orange, mais chez nous on met de la poudre dans l'eau, on tourne, ça devient du jus d'orange. Quand je sais que tout ça, tout ce qu'on nous vend peut tuer. Le jour où toutes les femmes sauront ça, quand elles sauront que leur corps est un écosystème et que tous les produits qu'on nous vend aujourd'hui pour décaper tout ça, et que tous ces faux cheveux pris sur la tête des morts d'ailleurs, pour avoir les cheveux aussi longs, je m'excuse ainsi dans la salle, il y a des gens qui ont les cheveux longs, mais ça m'est égal. Cette question-là, il faut que les gens, et je voudrais que chaque Africain sache que consommer est un acte politique. Et que tout ce que nous achetons peut contribuer ou à créer de l'emploi, ou à créer du chômage et à aggraver la pauvreté et obliger les jeunes à partir. Nous faisons partie de la solution et nous le prouverons à partir d'une connaissance approfondie de l'état réel du monde et des mécanismes de cette foutue mondialisation. Il faut qu'on sache. Mais quand je constate qu'il nous est interdit de nommer ce système, c'est ça le fin fond du débat. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de comprendre, mais il vous est interdit en Afrique de nommer ce système, sinon vous n'aurez pas de financement, vous n'aurez pas d'interlocuteur. Parce que chaque blanc qui débarque en Afrique, vous avez déjà vu un chômeur blanc en Afrique? Je n'en ai pas rencontré. Vous avez vu un SDF blanc en Afrique? Je n'en ai jamais rencontré. Mais tout cela découle du fait que nous-mêmes, Africains, et on a mal en dedans, et culturellement, on est tellement formaté, on est tellement persuadé, que même quand ça ne réussit pas ici, il n'y a pas de raison de ne pas l'essayer chez nous. C'est ça le drame. Même quand ça ne marche pas,
On se dit, c'est pas grave, il faut qu'on y aille. D'autant plus que si vous sortez de ce schéma, vous n'aurez pas de financement. Il n'y a pas que des dictateurs. Hein. Moi, le discours sur les dictateurs africains, j'en ai aussi jusqu'ici. Il y a une part de racisme là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça dit que je suis en train... non, je vous parle de choses que je connais de l'intérieur. Modibo Keïta est adulé par les Maliens. Il a été traité de dictateur. Nelson Mandela a été traité de terroriste. Jusqu'à... avant c'est bien après que les États-Unis ont décidé de le classer autrement. Donc moi, je me pose la question de savoir pourquoi il y a si peu de dictateurs européens. Lorsqu'ils ont... Pourquoi Bush, n'est-ce pas, et la guerre, Trump vient bien après. Mais parlons de Bush et de l'Irak. Pourquoi à travers ces génocides, et pourquoi après la Libye, et le couple franco-britannique qui a infligé cette guerre à la Libye, au nom de la démocratie, au lieu d'organiser la chasse aux migrants dits économiques, on demande des comptes à Nicolas Sarkozy. Parce que le Parlement britannique a eu le mérite de poser la question, de demander des comptes à David Cameron. On a dit, tu as pris des risques et tu es parti, c'était pour telle ou telle raison. Et la question est exactement la même ici. Mais l'Assemblée française nationale, l'Assemblée nationale ici, n'a pas posé la question. Sarkozy est inquiété pour le fait d'avoir pris de l'argent pour l'élection, mais pas pour le fait d'avoir détruit un pays et d'avoir contourné la résolution 1973 du Conseil de sécurité. Et quand je vois cette même communauté qui ne sanctionne pas les riches, qui met en place une cour pénale internationale qui excelle dans l'arrestation des dirigeants noirs, je dis qu'il y a du racisme. Concernant mon pays, la France, parce que les deux aspects du bilan de François Hollande, c'est l'intervention militaire au Mali et la COP21. Mais aujourd'hui, au regard de l'aggravation de la situation sécuritaire au Mali, quand on tient compte du fait que les gaz à effet de serre, rien n'a été fait à ce sujet, ça veut dire que ces deux faux succès qui lui ont réussi n'autorisent plus la France à exiger du Mali de mettre en œuvre l'accord de paix concernant le Mali quand l'accord sur le climat n'est pas respecté. Alors, quand on va mettre dans la tête du Malien lambda que l'insécurité, l'aggravation de la situation sécuritaire relève de la responsabilité du gouvernement malien, quand on sait que ce gouvernement et le précédent, le gouvernement de transition, le président de transition n'avait pas demandé de déploiement de troupes, mais pourquoi nous faire payer à l'heure du bilan pour des décisions que nous n'avons pas prises? C'est profondément injuste. On ne contribue pas à stabiliser un pays en abrutissant les gens, en transformant le peuple en bétail électoral. Et je plaide vraiment pour la démystification des élections présidentielles en Afrique. L'alternance politique, le changement de régime ne suffit pas. C'est le changement de paradigme économique qui s'impose. Mais cela suppose que nous prenons aujourd'hui la responsabilité d'aller plus vite et plus loin, y compris dans les langues nationales, dans cette éducation citoyenne. Que les gens comprennent. Je vous assure que si nous avions le même niveau de compréhension des enjeux de ce qui nous arrive, des causes de ce qui nous arrive aujourd'hui, les causes structurelles, d'abord on se taperait moins dessus les uns les autres, on comprendra qu'on est dans le même bateau, et les gens sauront comment voter, et les gens sauront surtout comment exercer le contrôle citoyen après le vote. C'est pour ça que je dis que ce tournant-là,
ça m'est égal. On me demandera qu'est-ce qui te regarde une élection en Europe. Je dis tout me regarde parce qu'il n'y a pas une seule élection en Afrique où l'Union européenne non mais domine totalement. L'Union européenne finance, supervise et atteste les résultats et immédiatement après impose au président élu ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire ouvrir les marchés aux entreprises. Il ne peut pas ne pas accepter. De deux choses l'une, c'est ce que je disais avec Marc, où on ne fait pas de politique, où on entre sur la base de compromissions qu'on n'a pas la latitude d'expliquer à son peuple. C'est en cela que c'est des prises de guerre pour moi, c'est des otages. Tous autant qu'ils sont. On sait aujourd'hui, pourquoi ils se frottent les mains. Parce qu'ils savent qu'il y a un si faible niveau de compréhension des enjeux qu'on peut nous pousser à tout moment à nous attaquer entre nous. Ils vont vendre les armes à l'État, aux milices, aux djihadistes, à tout le monde. Le marché de l'armement étant l'industrie la plus prospère qui crée le plus d'emplois ici. Donc ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une fin à ces guerres-là. Quand il y aura la fin de la guerre, la croissance va fléchir. Mais on préfère nous raconter une autre histoire qui est celle de la sécurité, la protection des frontières de l'Europe. Je dis non, tant que vous continuerez à déprotéger les autres, à mettre les vies en péril, les gens partiront. Peut-être qu'ils ne pourront pas passer, ils continueront à mourir en Méditerranée. Mais le fin fond du débat, c'est de reconnaître le droit de jouir pleinement des richesses de leur continent.